Hello, on se retrouve sur le podcast de Signature Brute, un podcast dans lequel je parle de création de contenu, de business, de personal branding et surtout de l'économie créateur. Je reviens après une pause dans un nouveau décor. Honnêtement, bon, je vais pas vous emmerder avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vous raconterai un peu plus ma vie dans le dernier podcast de l'année qui du coup aura lieu le mois prochain, au mois de décembre. Du coup, dans ce podcast, j'ai décidé qu'on allait parler de 3 sujets. Alors, le premier va être assez rapide, on va parler de politique, et oui, ça a un rapport avec la création de contenu, le personal branding et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on parlera d'Alex Hormozy, et oui, 10 ans plus tard, clairement. Et enfin, on terminera par l'économie de la trust, l'économie de la confiance. Ce podcast est aussi disponible sur Spotify, donc n'hésite pas à aller l'écouter là-bas si tu en ressens envie. Donc, on va commencer par parler de la partie politique, surtout que les deux autres parties sont liées. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur, on va dire que c'est un collègue, donc on évolue plus ou moins dans le même secteur, on fait plus ou moins la même chose à quelque chose près. Si tu ne connais pas et que tu débarques sur ce podcast, moi je travaillais avec des entrepreneurs sur leur stratégie YouTube. Donc le but c'est de mêler personal branding, vidéo et de faire des ventes, donc de convertir ensuite. Je suis pas dans un objectif de viralité, je suis vraiment dans un objectif de conversion, d'image de marque, d'autorité, et donc de laisser une empreinte, de laisser sa signature. C'est pour ça que le titre du podcast est Signature Brute. Et pendant qu'on discutait ensemble, en fait, moi et cet entrepreneur, on en est arrivé à discuter politique. Et quand je dis qu'on a été amené à discuter politique, je dis pas qu'on a parlé de politique en tant que tel, c'est-à-dire ce qui se passe dans le pays ou dans le monde. Par exemple, le fait que le gouvernement il est assez instable en ce moment. Non, c'est pas de ça dont on a parlé. J'ai parlé surtout de comment la politique impacte le business, et donc de manière aussi indirecte, comment la politique impacte la création de contenu et comment les gens consomment le contenu. Parce que c'est quelque chose dont on parle jamais, parce que j'imagine que c'est un peu tabou, et pourtant ça a un réel impact. Je suis une stratégiste, et il y a un truc pour lequel je suis assez douée, c'est de voir comment on va consommer les réseaux sociaux dans le futur. Alors, je parle pas ici de trend, mais je parle vraiment de notre manière d'agir sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que j'ai prédit longtemps à l'avance, et ça me fait sourire du coup ensuite quand je vois d'autres personnes en parler plus récemment, parce que pour le coup, c'est des choses qui, pour moi, à mes yeux en tout cas, étaient faciles à prévoir, étaient faciles à prédire. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai notées pour vous montrer. Voilà. En 2022, par exemple, je parlais déjà de l'explosion des chaînes Storytelling Commentary. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on va plutôt parler de commentary, mais ici en France, on parle plutôt de chaîne storytelling. Donc tout ce qui est storytelling, commentary, où on va faire des essais même en fait. Ça, il y a une explosion, et en 2022, j'en parlais déjà. En 2022, je parlais du fait qu'Instagram se tournerait vers la communauté. 2025, ça a été l'année où Instagram a clairement mis, je vais pas dire une tempête, mais clairement a fait comprendre si on partage pas les que le but en fait c'est de partager les publications, que de créer des conversations en DM, voilà, vraiment qu'en fait, ça soit un réseau social tourné vers la communauté. Bien que ça fait un moment que je parle de communauté, et d'ailleurs j'ai écouté des anciens podcasts que j'ai fait, donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un concept que je pousse pour le coup depuis 2022. À savoir que WebIDs entre guillemets existe depuis 2020, mais la manière dont je présente les réseaux sociaux aujourd'hui, on va dire que j'ai cet état d'esprit-là depuis 2022. Donc bien que ça fait un moment que je parle de communauté, en 2024, j'ai parlé vraiment de community brand. Et c'est un terme pour moi qui est important parce que je pense sincèrement que c'est un terme qui va revenir dans les années à venir. En 2025, je parlais de short form. Donc fin 2024, début 2025, je parlais de short form fatigue. Donc de la fatigue en fait du format court. Alors attention, le format court ne va pas s'arrêter, il ne s'arrêtera pas, il est beaucoup trop intégré aujourd'hui dans notre manière de consommer les réseaux sociaux. Par contre, on a une vraie fatigue, et ben voilà, hein, ça parle de brain rot, c'est pas pour rien. Parce que le problème du contenu court, c'est qu'en fait, il est vide de sens, on n'apprend rien, on est à peine diverti. En fait, c'est juste là pour faire passer le temps, mais sinon, on ressent du vide. Et c'est pour ça que, bah, non seulement on se tourne de plus en plus vers des contenus longs, et quand je parle de contenus longs ici, je parle pas nécessairement de YouTube, bien que forcément, moi, je ferai toujours la propagande de YouTube, mais je parle aussi des formats un peu plus écrits, donc on a des plateformes comme Substack qui gagnent de plus en plus de popularité, bien qu'en France, c'est encore sous-utilisé, mais aux États-Unis, ça explose. Mais je parle aussi du live, du streaming, qui, pareil, hein, explose. C'est pour ça qu'on a des événements comme le GP Explorer, etc. Et aussi, au-delà de ça, c'est pour ça que les gens retournent dehors, tout simplement, et en fait, il y a de plus en plus de third places qui se créent. En fait, c'est des espaces créés et pensés
pour rencontrer de nouvelles personnes et se rassembler et être en communauté. Pareil, on a des clubs, la création de clubs explose, que ça soit les clubs de running, hein, ça c'est vraiment, voilà, on voit ça partout, mais également tout ce qui est club de lecture ou encore club business, qui là aussi ça explose de fou ces derniers temps. Il y a eu une émergence des séries signatures ces derniers temps, et moi je dis plutôt, au bout d'un moment on finira par comprendre que l'idée c'est pas d'avoir une série signature, c'est juste d'avoir une signature. D'où, je rappelle, le nom du podcast, Signature Brute. Parce que voilà, tout le monde fait sa série signature maintenant, tout le monde a compris. Moi je trouve qu'on tourne un peu en rond, surtout que les personnes font des séries signatures qui ne sont pas signatures du coup, parce que presque tout le monde fait la même chose. Et ensuite, je suis arrivée avec un concept un peu plus conceptuel qui tournait autour de l'expérience utilisateur, donc à travers les réseaux sociaux, du fait que maintenant, on va essayer de créer une sorte d'écosystème sur chaque réseau social et de créer une expérience propre à chaque réseau social, ce qui fait qu'on sera obligé de suivre un peu la personne un peu partout pour pas manquer quelque chose. C'est beaucoup plus conceptuel, ça arrivera pas maintenant, bien que je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à le faire. Après voilà, je me suis aussi trompée sur certaines choses. J'avais parlé par exemple de l'essor du podcast via Spotify, parce que ça par contre je l'avais prédit, le fait que par exemple Spotify allait vraiment miser gros dessus, et c'est ce qui s'est passé parce que du coup ils ont transformé Spotify Podcast en Spotify Creator, ils ont fait une nouvelle manière de rémunérer les podcasts. Maintenant on a des miniatures, tout ce genre de choses. Par contre là où je me suis trompée, c'est qu'aujourd'hui la plus grosse plateforme de podcast, c'est pas Spotify, c'est YouTube. Donc ça, je ne l'avais pas vu. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai une facilité à voir comment les gens vont consommer sur les réseaux, et je dis bien consommer, je parle pas de les trends, etc. Et pourquoi j'ai une facilité à voir ça? Tout simplement parce que j'ai une facilité à reconnaître le fait que la politique impacte notre consommation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous parlera beaucoup du fait que, par exemple, si les gens se tournent plus vers la communauté, c'est parce qu'il y a eu la période Covid où on était tous enfermés chez nous, etc., etc. Oui, ça a eu un impact, mais c'est clairement pas la seule chose. Si vous regardez au niveau social et politique, vous allez vous rendre compte que, par exemple, les gens sont de plus en plus seuls, les gens sont de plus en plus éloignés, les gens se radicalisent de plus en plus, que ça soit d'un côté ou d'un autre. On parle de loneliness épidémique, donc de l'épidémie des solitudes des hommes, euh, qui du coup sont célibataires, sont chez eux, et du coup qu'on commence à consommer du contenu red pill, etc. Et du coup deviennent extrêmes aussi dans leur façon de penser et de voir la femme. On a la même chose, du coup, il y a une réponse en fait du côté féminin, et donc là on va plutôt parler de pink pill. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les intentions de vote. Il y avait une étude qui était sortie et qui montrait que en fait les hommes devenaient de plus en plus conservateurs quand les femmes étaient de plus en plus libérales, et le pays qui le représentait le plus, c'était la Corée du Sud. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, en gros, c'est la merde. Pour faire très très simple, sans rentrer, comme je dis, dans une idée politique profonde, c'est la merde. Et du coup, forcément, ça va se retranscrire sur notre manière de consommer sur les réseaux sociaux. C'est logique. Une fois que vous arrivez à comprendre et à voir dans l'environnement dans lequel vous évoluez, il sera alors beaucoup plus simple de comprendre les enjeux et comment ça va se passer sur les réseaux sociaux par la suite, pour faire simple. Donc oui, c'est important de voir ce qui s'est passé avant pour comprendre comment réfléchissent les gens, comment ils fonctionnent, les triggers potentiellement qu'ils ont, ce qui va les attirer ou pas, mais c'est aussi important de comprendre politiquement et socialement ce qui se passe en fait. Le fait que les gens veulent se retrouver, le fait que par exemple aussi, ça c'est quelque chose, les clubs aujourd'hui. On pourrait se dire, mais les gens ils peuvent très bien se retrouver dans des bars, dans des boîtes de nuit et tout. Oui, ils pourraient. Sauf que les boîtes de nuit sont de moins en moins fréquentées, pour plein de raisons différentes. Les jeunes boivent beaucoup moins, prennent beaucoup plus soin de leur santé, et donc ça joue aussi sur le fait que de plus en plus de personnes rejoignent aussi des run clubs. Il y a certes cet aspect rencontre qui est très important, hein, on va pas se mentir, mais aussi cet aspect santé, parce que tout simplement les jeunes aujourd'hui veulent être en meilleure santé, et font beaucoup plus attention à ça, et aussi pour l'image qu'ils envoient. Bon, bref. Vous comprenez, je pense, là où je veux en venir. Et du coup, c'est pour ça que je parlais politique avec lui, pour lui faire comprendre que parfois, pour savoir où on va, où on doit aller, c'est bien de comprendre l'état actuel du monde, que ce soit politiquement, socialement, etc. Et d'ailleurs, comprendre l'environnement politique, ça aide aussi à faire moins de conneries. Ce qui a été le cas, par exemple, avec une campagne de... c'était pas Calzedonia, c'était une marque de vêtements, je crois que c'est espagnol,
le cliché autour des profs d'espagnol, etc. J'ai oublié le nom de la marque, qui avait fait une campagne par rapport au doll. Donc en gros, doll en anglais c'est poupée. Et en fait, le moment où ils ont fait cette campagne, c'était assez malvenu parce que doll c'est aussi un terme utilisé dans la communauté LGBT, si je dis pas de bêtises, pour parler des femmes transgenres. Je sais plus exactement. Je crois que c'est ça. Et justement, la campagne disait I'm not a doll, donc je ne suis pas une poupée, voilà. Donc le but c'était d'avoir une sorte de slogan un peu féministe. Sauf que ça arrivait à un moment où justement, si je dis pas de bêtises, il y a une femme transgenre qui avait vécu quelque chose de pas ouf. Donc je sais plus si c'est un assassinat ou si c'est une agression. Enfin bref, vraiment quelque chose de pas très dingue. J'ai plus l'histoire en tête. C'était une mauvaise com, c'était une mauvaise campagne. Parce que j'imagine aussi, enfin ça c'est des trucs, faut le savoir. C'est pas tout le monde qui va savoir que doll, ça veut dire, c'est un mot utilisé pour femme transgenre. C'est pas tout le monde qui sait. Et le fait de comprendre socialement et politiquement ce qui se passe, bah, ça permet aussi à des marques d'en jouer. Et là, je pense à la campagne de communication qu'il y a eu avec Sydney Sweeney, pardon, pour la marque American Eagle, où c'était Sydney has great jeans, en référence aux jeans qu'elle portait, mais aussi à ses yeux bleus, au fait qu'elle est blonde, etc. Et où en fait, ils ont été accusés d'eugénisme, voire même de se rapprocher d'une certaine période sombre de l'histoire, mais en même temps, de faire ça, ça a permis à la marque de gagner beaucoup de soutien, notamment du parti républicain et du camp de Trump. Je crois aussi que la valeur de l'action a augmenté, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ils en sont ressortis gagnants en fait de tout ça. Et il faut savoir que dans ce genre d'entreprise, enfin, il y a des grands marketeurs, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils jouent avec la limite, ils sont conscients de ce qu'ils font, et ils savaient qu'il y aurait une répercussion. Alors après, est-ce qu'ils savaient que ça aurait ces répercussions-là? Je sais pas, mais en tout cas, ils savaient que ça allait pas passer inaperçu en tout cas. Bref, je vais pas m'étendre. En tout cas, c'est important quand vous faites des choses sur internet, quand vous voulez parler, etc., de comprendre socialement et politiquement où est-ce que ça s'inscrit, et surtout aussi comment ça s'inscrit pour pouvoir prédire comment les gens réagiront ou pas, que ce soit maintenant ou dans le futur. Maintenant qu'on a parlé politique, on peut fermer ce chapitre et on va parler du deuxième sujet qui est Alex Hormozy. Alors comme j'ai dit, j'arrive 20 ans après la guerre parce que du coup, le live qu'il a fait où il a vendu pour plus de 100 millions de dollars, c'était en août, je crois, c'était mi-août, comme ça, donc le 16 août ou je sais pas quoi. On est au mois de novembre, donc vraiment j'arrive 3 mois plus tard, mais écoutez, j'étais pas là. Ce qu'il a fait, forcément, c'est du jamais vu, encore moins dans le marché infopreneurial, parce qu'aujourd'hui, ben, Alex Hormozy, c'est un peu un infopreneur, hein, faut dire la vérité. Et il y a eu beaucoup d'analyses de son launch. Donc moi, je suis pas là pour faire une analyse de son launch. Moi, je suis là surtout pour parler de sa présence social media, et notamment sa présence sur YouTube. Je me suis posée dessus pendant un moment, parce que je veux qu'on se rende compte du truc. Alex Hormozy, il est venu, il a fait un live pendant tout un week-end, et il a vendu pour plus de 100 millions de dollars. Super. Bon, faut comprendre aussi que c'est pas tout le monde qui pourra faire ça, bien évidemment, parce que ça a nécessité des moyens colossaux, parce que il avait aussi une offre qui clairement était... il est fort. Là-dessus, je peux rien dire, le mec, il est fort, il vient et vous dit vous n'achetez pas, vous faites un don. Qu'est-ce que vous voulez dire au mec? Ce qu'il a fait, pour moi, ça aurait pas été possible en l'état si il n'était pas présent sur YouTube. Et je m'explique. YouTube, en fait, c'est le socle qui a permis à nous, donc les personnes qui le consommons, donc moi je m'inclus dedans parce que je l'ai consommé pendant un moment, de lui faire confiance. C'est-à-dire que s'il aurait été que sur les plateformes courtes, il aurait eu de la visibilité, ça c'est clair et net, ça c'est sûr, mais il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ou alors ça lui aurait pris beaucoup plus de temps. Je tiens à dire, je dis pas ça parce que je crois en la plateforme, je le pense sincèrement. Et comme je dis souvent, pour moi c'est pas YouTube contre les plateformes courtes. Pour moi, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Les plateformes courtes, c'est cool pour la visibilité, et YouTube, c'est pour la trust, c'est pour la confiance. C'est pour montrer votre expertise, pour montrer que vous êtes légitime, tout ce genre de choses. C'est pas que vous pouvez pas le faire sur les plateformes courtes, c'est que ça va être beaucoup plus long et que vous pourrez pas vous exprimer comme vous pouvez vous exprimer sur YouTube. Sur YouTube, on passe beaucoup plus de temps avec vous. Et si on remonte en fait, et si on regarde comment Alex Hormozy a fait ça, Alex Hormozy, il a eu deux stratégies. La première, ça a été la stratégie de la visibilité. Il postait énormément, et ça sur tous les sujets. Il parlait de business, il parlait de sport, il parlait de couple. Le mec, il parlait de tout. On était vraiment dans de l'attention grabbing. C'était vraiment le but, c'était d'avoir le plus d'attention, le plus de visibilité possible. Et ensuite, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, il a décidé de
faire un switch. Et donc là, on passe à la deuxième stratégie, où il a décidé de se focus sur son ICP, donc sur son client idéal, où il a été là pour l'aider. Et c'est là où on est arrivé avec des vidéos de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures sur le business, où il t'explique des concepts, où il te donne des conseils, où il te donne des stratégies, tout ce genre de choses. Et quand vous voyez un mec qui vous donne autant de valeur pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui est en live aussi pour vous aider, bah vous pouvez que lui faire confiance. Surtout quand forcément il a un track record comme le sien. Vous pouvez que vous dire oui, c'est lui qui va m'aider. Oui, c'est à lui que je donne ma confiance parce que regardez ce que fait le gars et il a fait ça pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Des vidéos toutes les semaines, 1 heure, 2 heures, 3 heures sur le business. On peut que lui faire confiance. Et en fait, je dis pas que pour moi, pour réussir, vous devez être sur les plateformes, non. Parce que là, je serais malhonnête. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous ont montré qu'ils ont réussi à construire quelque chose en étant uniquement sur les plateformes courtes. C'est possible. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que si vous êtes quelqu'un de très 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 ambitieux et que vous voulez avoir une grande présence sur les réseaux sociaux, que vous voulez avoir, et surtout si vous voulez avoir une très forte autorité, là je pense vraiment à la question de l'autorité et de la crédibilité aussi un peu, vous devez être sur les plateformes. Pour moi, c'est une obligation. Si vous regardez aujourd'hui tous les plus gros entrepreneurs qui postent sur Internet, parce que ça ne veut pas dire que tous les gros entrepreneurs sont sur YouTube, ce serait faux, mais tous les gros entrepreneurs qui postent sur Internet, qui ont une grosse autorité, ils sont tous sur YouTube. Être sur les plateformes courtes, ça suffit pour avoir de l'attention, ça suffit pour avoir de la visibilité, mais pour avoir une super grosse autorité, ce ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça que pour moi, on arrive sur le troisième sujet, qui est l'économie de la trust. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que oui, j'avais vu qu'il y aurait de la short form fatigue, donc fatigue du contenu court, brainrot, tout ce que vous voulez. Ça arrive un peu ensemble, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a tellement été exposé à tous ces gourous, à tous ces entrepreneurs multimillionnaires qui font beaucoup de promesses. Oui, je t'aide à faire X ventes. Oui, je t'aide à atteindre X euros par mois. Oui, je t'aide à faire X, Y, Z. On a tellement été habitué à ça, on a tellement vu de webinaires passer, en ce moment on voit tellement de challenges, etc. On est un peu vacciné, on est moins sensible à tout ça, on connaît un peu les hacks, les funnels, les machins. Bon, après ça marche toujours, hein, qu'on soit clair. Mais du coup c'est vrai qu'on a besoin de plus que ça. On a besoin de plus de faire confiance à la personne, de passer plus de temps. Le temps en fait pour passer à l'action, pour passer à l'achat, c'est devenu plus long parce que les gens tout simplement sont beaucoup plus éduqués. Je dirais qu'on est en train de passer d'une économie de l'attention à une économie de la confiance. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, vraiment réussir, oui, il faudra que vous arriviez à capter l'attention parce que ça restera toujours un enjeu majeur. Mais juste avoir l'attention, ça suffira plus. Avant, vous pouviez être médiocre, hein. Avant, vous pouviez être moyen, mais tant que vous aviez l'attention des gens, c'était bon. Aujourd'hui, ça suffit plus. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi en 2020, 2021, et max 2022, parce que justement, ils étaient très forts dans cette façon d'avoir l'attention, qui aujourd'hui, on ne les voit quasiment plus. Parce qu'en fait, ils sont trop restés, par exemple, en surface, il n'y avait pas assez de profondeur dans leur contenu, les gens passent à autre chose. Et c'est ça le truc, c'est que si vous n'avez pas la confiance des gens, les gens ne resteront pas. Les gens n'achèteront pas, les gens ne vont pas convertir. Vous pouvez plus avancer sans la trust. Et donc, la confiance, ça passe par quoi? Oui, ça passe par le track record, par ce que vous avez fait, avec les personnes, si vous avez travaillé avec des personnes ou pas, etc. Ça va aussi passer par votre posture, par l'expertise que vous montrez sur les réseaux sociaux, sur comment vous vous montrez, comment vous parlez. Je pense ça aussi, peut-être que j'en parlerai dans un podcast, la manière dont on se montre sur les réseaux sociaux, ça a une importance parce que ça indique beaucoup, beaucoup de choses sur vous. Et je vois beaucoup de personnes négliger cet aspect. Et là, je vais pas refaire tout un sujet sur le personal branding, donc sur l'image de marque personnelle, parce que, et ça j'en avais fait un podcast, poster sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça le personal branding. Le personal branding, à partir du moment où vous postez, vous en avez un. C'est juste après, vous en êtes maître ou pas. Les gens vont avoir un avis sur vous, que vous vouliez ou non. Les gens vont avoir une certaine image de vous, après c'est est-ce que vous maîtrisez cette image ou pas. Et vous voyez, juste avant je parlais d'Alex Hormozy, comment ne pas lui faire confiance quand le mec il te dit tout dans des vidéos de 3 heures et qu'il t'en fait plusieurs fois par an. C'est con, mais c'est ça. Dans l'aspect aussi économie, dans tout ce truc autour de la confiance, il y a aussi cette question d'habitude. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, vous venez de la voir ou pas? Ça, c'est quelque chose de toute façon que vous pouvez pas contrôler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est continuer de poster au fur et à mesure. Donc, de pas vous arrêter. Bien sûr, vous allez faire beaucoup plus confiance à une Lena Situation
situation qu'a la nouvelle influenceuse que vous venez de voir sur TikTok. C'est normal, Lena Situation, ça fait 7-8 ans qu'elle est dans le paysage, alors que la jeune influenceuse l'a démarré il y a 6 mois. Et ça, comme j'ai dit, c'est un jeu de constance. C'est aussi simple que ça. Moi, il y a des personnes qui ont travaillé avec moi, parce qu'en fait, juste ça faisait longtemps qu'elles consommaient mon contenu, et ça fait, comme j'ai dit, Web IDs est né en 2020, il y a des gens qui me suivent depuis 2020-2021. On est en 2025, on rentre en 2026. Donc c'est important de ne pas arrêter, de continuer. Parce que cette confiance, elle est trop importante aujourd'hui, et encore plus dans une ère où, certes, je parle de confiance, mais je parle aussi de communauté. Vous pouvez pas construire de communauté si vous n'avez pas la confiance. C'est impossible. Et les communautés vont être super importantes. Parce que, certes, les gens vont s'unir autour de vous, mais ensuite, via votre personne, ils vont pouvoir connecter et s'unir entre eux. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas plus fort comme chose que vous pouvez faire avec votre communauté. Et pour finir sur ce sujet de confiance, je pense que c'est très important déjà de ne pas prendre les gens qui vous suivent pour des imbéciles. Je sais qu'on a ce truc qui dit oui, simplifier les choses, faut qu'un enfant puisse comprendre, etc. À trop simplifier, vous prenez vraiment les gens pour des cons, des imbéciles. Je suis désolée de le dire comme ça. Moi, c'est pour ça aussi que je parle de sujets où on va un peu plus loin, où ça va être peut-être un peu plus avancé, et pas sur du B à bas, comment démarrer sur les réseaux sociaux, ou tout ce genre de choses, parce que je pars du principe aussi qu'au bout d'un moment, les gens qui me suivent, ils sont pas cons en fait. Aussi simple que ça. Traitez aussi les gens qui vous suivent comme des adultes. Et ça aussi, ça va se retranscrire, parce que, enfin, du coup, c'est ce truc du « Ah, il me prend pas pour un imbécile, ok, bah super ». Soyez transparent, soyez honnête. Moi, par exemple, truc tout con, dans ce podcast, je vous ai dit vous pouvez réussir avec le short form seul. Je ne vous mens pas, je ne vous prends pas pour des cons. Alors que typiquement, une personne qui vend des services YouTube, elle pourrait vous dire « Non mais sans YouTube, vous pouvez pas y arriver parce que X, Y, Z ». La vérité, c'est qu'on peut réussir de plein de façons. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire que sans YouTube, vous pouvez pas y arriver. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Et comme ça, vous allez voir que l'aspect trust, confiance va augmenter. Pareil, j'ai eu un appel de consulting il y a 2 mois, je pense, un truc comme ça. Le client en question, il a une chaîne YouTube. Avec une seule vidéo, il a fait plus de 8000 ou 9000 euros de CA. Sa chaîne, elle fonctionne très bien. Il fait très peu de vidéos, mais sa chaîne, elle fonctionne très bien. Et pendant qu'on parlait, je lui ai donné du coup des axes pour s'améliorer pour la suite, etc. par rapport à ses objectifs. Bref, il y a un moment, il me demande mais pour travailler avec toi, ce serait comment? Parce que moi, j'avoue que sur ça, j'ai pas le temps, etc. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit honnêtement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mes services. Tu n'as pas besoin de mes services. Tu en auras sûrement besoin plus tard, mais aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Si on travaille ensemble, tu vas me payer, mais il va rien se passer. Il m'a remercié. Il m'a dit, bah écoute, c'est super sympa que tu me dises la vérité, j'apprécie, etc. Et aujourd'hui, cet moment, on est toujours en contact. On échange encore un petit peu, et puis on sera sûrement amené à retravailler ensemble plus tard. Mais vaut mieux que vous retardiez quelqu'un, que cette personne, vous lui dites, honnêtement, là, je vois pas. Je pense pas que ça soit une bonne idée de travailler ensemble, quitte à retravailler plus tard avec elle, et qu'elle revienne et qu'elle soit satisfaite. Parce que vous allez créer de la frustration. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne soyez pas désespérés. Mais genre vraiment. Et c'est hyper intéressant que je parle de ça, parce que c'est du coup, de manière indirecte, parfois retarder le succès, même si on sait qu'on peut avoir beaucoup sur l'instant T. C'est jouer le jeu du long terme et pas du court terme. Et juste avant de tourner ce podcast, je regardais une vidéo justement sur pourquoi Monsieur Neuve n'a pas percé. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense pas qu'il y a personne qui connaisse. Monsieur Neuve, c'est un artiste R&B, et pour beaucoup de consommateurs d'R&B, il devrait percer, il devrait être ultra connu, mais ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, peut-être que je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, ce qui est intéressant avec son cas, c'est que c'est quelqu'un qui aurait pu percer rapidement, et qui a fait le choix justement du non, pas du mainstream, pas de édulcorer ma musique ou tout ce que je veux, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et je trouverai ma communauté, etc. Ce qui fait que le mec, au final, il a une longévité énorme, ça fait 17 ans qu'il fait de la musique, il vit très bien de son art aujourd'hui, alors que si il aurait dû partir en label, donc des labels qu'on lançait par exemple le Ben L'Oncle Soul, etc. à l'époque, il aurait sûrement eu un succès à ce moment-là, mais un succès qui n'aurait pas duré, un succès éphémère. Et donc, je sais que l'appel à des vues, des abonnés, de l'argent est tentant, très tentant même, mais parfois ça vaut le coup de prendre le temps. Alors attention, hein, de pas prendre 20 000 piges non plus, mais parfois ça vaut le coup. Je dirais même la plupart du temps. Privilégiez le long terme au court terme. Parce qu'au final ça compande, et vous allez faire beaucoup plus sur le long terme que si vous avez privilégié le court terme. Merci de m'avoir écouté. C'était Didi, votre hôtesse pour aujourd'hui, et on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de podcast de l'année de Signature Brute.